Après cette petite introduction sur les intranets, nous allons maintenant nous intéresser à Internet, le réseau des réseaux. On peut commencer par se poser une question: comment relier donc des ordinateurs ayant des systèmes d'exploitation différents? Il est évident que tous les ordinateurs de la planète n'ont pas le même système d'exploitation, et la problématique première sera de faire communiquer ces ordinateurs entre eux. La première réponse à cette question serait de dire qu'il faut les relier physiquement par un réseau filaire. Donc c'est le cas par le biais du réseau Internet. Nous verrons par la suite que tous les réseaux du monde sont reliés entre eux par des appareils qu'on appelle routeurs. On verra le fonctionnement d'un routeur dans une leçon suivante, qui permet de relier donc d'une manière physique tous les ordinateurs entre eux. Même si les réseaux sont reliés entre eux, encore faut-il qu'ils puissent être identifiés les uns par rapport aux autres. Et nous avons vu précédemment dans l'introduction sur l'intranet que chaque réseau se voyait donc attribuer une adresse IP spécifique qui permettait donc d'identifier d'une manière unique chaque ordinateur connecté au réseau. Donc nous allons transposer ce concept de l'intranet à l'internet. Les réseaux sont maintenant reliés physiquement, sont identifiés par une adresse spécifique, une adresse IP. Il faut maintenant les faire communiquer, et pour cela, nous l'avons aussi vu dans l'introduction sur l'intranet, il faut installer sur tous les ordinateurs connectés à Internet le même protocole. En l'occurrence, le protocole que nous allons utiliser est le protocole universel TCP/IP. Si ces 3 points sont respectés, tous les ordinateurs connectés à Internet pourront ainsi dialoguer entre eux, et cela quel que soit leur système d'exploitation. Nous allons maintenant nous intéresser aux architectures des ordinateurs entre eux. L'architecture de base, la plus simple, est l'architecture donc poste à poste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de niveau hiérarchique entre le poste émetteur et le poste récepteur. C'est notamment cette architecture qui permet d'échanger, de partager les fichiers d'un poste privé à un autre poste. Dans notre cas, nous allons plutôt nous intéresser à l'autre type d'architecture qu'on nomme architecture client-serveur. Ici, nous aurons donc un poste utilisateur qu'on va nommer le poste client, et un poste serveur qui sera en quelque sorte le poste ressource qui fournira les médias pour les différents postes clients. Le transfert des informations du poste client au poste serveur en ce qui concerne les requêtes et ensuite pour le retour du média demandé du poste serveur au poste client se fera par le biais d'une multitude de connexions, de nœuds. Ces différents nœuds ont pour fonction de relier les différents réseaux qui constituent Internet, puisque comme je vous l'ai dit en préambule, Internet est le réseau des réseaux. Ces nœuds se nomment des routeurs. Ainsi, si nous prenons l'exemple d'envoi d'un datagramme, qui peut être par exemple une requête vers un serveur, cette information, ce datagramme, va circuler de nœud en nœud, donc de routeur en routeur, pour accéder au final au poste serveur qui est la cible, le destinataire de l'envoi. Il faut être conscient toutefois que le routage de ces informations n'est pas toujours le même d'un datagramme à l'autre. On peut donc très bien imaginer qu'un même fichier découpé en multiples datagrammes ait des chemins différents d'un datagramme à l'autre. D'autre part, selon l'encombrement du réseau, les routeurs peuvent très bien prendre l'initiative de dériver un datagramme vers une connexion qui peut se révéler plus longue, mais dont le temps d'accès, le temps de transfert sera au final plus court. Pour bien comprendre le fonctionnement de ce système de routage, nous allons analyser le fonctionnement d'un routeur. Un routeur est un ordinateur qui a la particularité d'avoir au moins 3 cartes réseau. Comme nous pouvons le constater sur notre schéma, le routeur en question est bien connecté à 3 réseaux différents, chaque réseau étant relié à une carte réseau différente. Reprenons le cas de notre envoi de datagramme du début de cette leçon. Nous voyons ici le datagramme arrive sur le routeur en question et se pose la question vers quel réseau va être acheminé le datagramme pour aboutir donc au destinataire.
Pour répondre à cette question, le routeur va consulter des tables de routage. Ces tables de routage sont des informations qui sont passées de routeur en routeur selon des protocoles spécifiques. L'ancien protocole qui réalise cette fonction, qui se nomme RIP, permettait de connaître le nombre de nœuds qui séparent le routeur de l'ordinateur vers lequel le datagramme doit être acheminé. Il existe maintenant un nouveau protocole nommé OSPF, plus intelligent que le précédent, qui a la faculté de connaître, de déterminer si telle ou telle branche est encombrée de sorte à diriger l'information vers un autre réseau, même si ce deuxième chemin sera plus long en termes de distance ou de nœuds de connexion séparant le routeur de l'ordinateur vers lequel le datagramme doit être acheminé. Ainsi, si le réseau du haut est encombré, le routeur consultera sa table de routage et orientera le datagramme vers le second réseau de sorte à ce que l'information soit transmise dans le temps le plus court. Pour illustrer le fonctionnement des routeurs, nous vous proposons maintenant de faire un petit atelier, la fonction traceroute, et qui nous permettra d'afficher à l'écran les différents routeurs, donc les différents nœuds par lesquels passera votre information lorsqu'elle sera envoyée vers un destinataire, vers un serveur qui sera donc le serveur destinataire. Pour cela, deux alternatives possibles, donc le terminal de votre système d'exploitation et taper la fonction traceroute à l'intérieur de ce terminal. Nous verrons ensuite une deuxième alternative qui consiste à utiliser un outil web en ligne qui permettra donc d'avoir aussi les mêmes résultats, mais d'une manière avec une présentation un peu plus optimisée. Commençons donc par la première méthode. Nous allons donc ouvrir une fenêtre de terminal. Nous cliquons sur invite de commande et nous allons taper dans cet invite la fonction trace route, donc l'abréviation de route. On a conservé donc le R, le T, ce qui fait que la fonction à taper c'est trace RT pour route. Cette fonction doit être suivie du nom d'hôte que nous allons tracer. Donc là en l'occurrence pour notre démonstration nous allons prendre par exemple le nom d'hôte google.fr par exemple, de sorte à tracer tous les nœuds entre l'endroit où je suis actuellement du serveur de google.fr. Si maintenant nous validons cette ligne de commande en appuyant sur la touche Entrée, nous devrions obtenir progressivement les différents nœuds parcourus par le datagramme, par l'information que vous allez envoyer. Ici, donc, nous avons à l'écran final qui a abouti au serveur ciblé, à savoir celui de Google. Si nous analysons ces différents résultats, nous voyons que la première ligne nous rappelle l'adresse IP du serveur google.fr, donc à savoir 66.249.92.104. C'est donc l'IP qui correspond à ce nom d'hôte. Nous avons ici un tableau qui indique les différents temps nécessaires pour aboutir à chacun des nœuds. Là, le premier point d'entrée n'est ni plus ni moins que la passerelle de sortie de notre réseau privé. Nous voyons d'ailleurs à ce sujet une bonne application aussi des réseaux privés, des adresses et des classes que nous verrons par la suite. Ici, nous voyons que il s'agit donc d'une adresse 192.168.1 qui correspond donc à l'adresse de notre intranet. Le numéro 1 qui s'affiche derrière correspond au poste, à l'adresse IP qui est attribuée à la passerelle. Puis nous avons en dessous chacun des nœuds parcourus avec leur adresse IP respective. Donc nous voyons que la dernière adresse correspond en l'occurrence à celle de notre cible, 66.249.92.104, c'est ni plus ni moins que l'adresse de la cible, à savoir le nom d'hôte google.fr. Effectivement, ici, ce n'est pas très parlant. Selon les systèmes et les parcours que vous allez visualiser, dans certains cas, le nom d'hôte est renvoyé à la place de l'adresse IP. On peut voir quelquefois des noms de villes s'afficher progressivement et estimer ou deviner plus ou moins le parcours que va suivre votre paquet à travers la France, voire le monde.
Pour la seconde partie de cet atelier, nous allons maintenant utiliser un outil en ligne par le biais d'un navigateur. Nous allons donc ouvrir un navigateur et nous allons rechercher un outil. Donc nous allons taper par exemple Domain Tools. Voilà. Nous allons cliquer sur la première réponse qui correspond à un site dédié donc aux outils des domaines. Nous voyons qu'ici nous avons dans les boîtes à outils possibles les DNS outils. Nous allons cliquer dessus. Et nous allons saisir maintenant le même nom d'hôte que nous avions avant, c'est-à-dire google.fr. On va opter pour le trace-route et valider notre recherche. Et nous avons ici donc l'affichage des différents nœuds, comme nous l'avions tout à l'heure avec notre trace-route dans le terminal. Nous avons ici les différents nœuds qui aboutissent à l'adresse finale de google.fr.